Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 28 septembre. Bienvenue dans le journal de Canal 32. Voici les titres. L'actualité du jour dans l'Aube, ce sont à nouveau les Sodi Médical et l'épilogue de 2 ans de combat judiciaire. La liquidation de l'entreprise de Plancy-l'Abbaye a été confirmée par la Cour d'appel de Reims. Les 52 salariés vont se retrouver au chômage. Le reportage à l'heure de l'annonce de cette liquidation dans un instant. Direction ensuite Pavillon Sainte-Julie dans le nord-ouest Aubois. 16 éoliennes sont en cours d'installation. Ce parc éolien va devenir l'un des plus importants du département. Chaque structure composée d'un immense mât et de pales va produire à terme 2 MW d'électricité. Et puis comme tous les vendredis, il y aura du football avec l'avant-match. L'Estac reçoit demain soir à 20h l'équipe de Toulouse. C'est la 7e journée de Ligue 1. Les Troyens sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat. C'est loin d'être une victoire justement pour les 52 salariés de Sodi Médical. La liquidation judiciaire de l'entreprise de Plancy-l'Abbaye a été confirmée ce midi par la Cour d'appel de Reims. La juridiction avait été saisie en référé par l'avocat des Sodi. L'ultime espoir n'a donc pas abouti. Cette fois, c'est sûr, les salariés vont se retrouver au chômage malgré 2 ans de combat judiciaire. Le reportage à Plancy-l'Abbaye de Cyril Tavernet avec Mathieu Mercier. Le coup de fil fatidique est arrivé à 11h33 ce matin. L'avocate des salariés de Sodi Médical, maître Campagnolo, est à Reims. Le jugement de la cour d'appel est clair. La liquidation judiciaire est confirmée après 2 ans de combat. Ont retenu l'existence d'un détournement de procédure et un abus de droit de la part du groupe de Manerocher. Et le deuxième paragraphe, c'est la conclusion qu'on ne peut pas comprendre. Cette analyse aboutit au fait que l'entreprise Sodi Médical et les salariés se trouvent actuellement dans une impasse. À l'usine de Plancy, les membres du comité d'entreprise écoutent sans surprise les explications juridiques. Plus dégoûtés qu'étonnés, mais ce qui provoque chez eux la colère, c'est d'avoir perdu le bras de fer avec le groupe Le Manet-Rocher, qui était pourtant en leur faveur, audience après audience. Aujourd'hui, la nouvelle, on s'y attendait tout un peu après avoir entendu les propos de l'avocate générale. Donc, mais par contre, on est vraiment en colère parce que le groupe arrive à ce qu'il veut, malgré que la fraude soit démontrée. Ça va rien leur coûter. Et nous, on part avec un plan social où dedans, il n'y a rien du tout. Gorge serrée, les membres du comité d'entreprise tentent de faire bonne figure devant la presse. Le temps des explications n'est pas encore venu, mais la lassitude se fait sentir. Je suis écœurée déjà d'entendre tout un tas de choses dans le sens où c'est qu'il y a fraude, qu'il y a... Et puis finalement, on ne peut rien faire. Ouais, c'est un choc parce qu'on s'attendait quand même à arriver jusqu'au bout et qu'on ait une réponse positive pour nous, mais bon. Lundi, les premières lettres de licenciement seront envoyées aux salariés de Sodi Médical. L'aventure se termine avec une grosse amertume. La pilule a du mal à passer. Une fois de plus, les patrons pourront faire ce qu'ils veulent en France, surtout les patrons étrangers. Ils ont le droit à s'implanter en France, pas payer salaire aux salariés comme ils veulent. Et puis le problème, c'est que la justice en France est mal appliquée. Il n'y a aucune justice en France pour les ouvriers, quoi. Il faudra à présent trouver l'énergie pour se battre au prud'homme et négocier une sortie à la hauteur du préjudice subi par ces 52 salariés au bois. Un combat historique qui laisse à tous ceux qui l'ont suivi comme un sentiment d'énorme gâchis. 6 nouveaux radars pédagogiques mis en service dans l'Aube. La démarche est initiée par la préfecture. Ces radars sont ou vont être implantés dans des zones répertoriées comme dangereuses en termes de sécurité routière. Il ne s'agit pas de sanctionner, mais d'alerter les conducteurs au bois sur d'éventuels dépassements de vitesse. Ces 6 radars pédagogiques sont en cours d'installation à Marigny-le-Châtel, Villemorien, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, mais aussi à Virey-sous-Bar. Alexandre Sens, le directeur de cabinet du préfet de l'Aube, est au micro de Cyril Tavernet. Donc aujourd'hui, l'État déploie dans l'Aube 6 nouveaux radars pédagogiques. Donc il y a dans l'Aube 27 radars sanctions, mais ici nous avons donc 6 radars pédagogiques, donc qui ne sont pas des radars qui seront suivis de procès-verbaux, mais des radars qui permettent aux conducteurs de voir à quelle vitesse ils roulent. Nous avons sélectionné ces 6 routes pour installer ces radars pédagogiques au motif que ce sont des routes sur lesquelles il y a eu des accidents. Depuis 10 ans, derrière moi, sur la route départementale 71, on a compté 5 accidents mortels, dont 2 l'année dernière. Et quand on roule en excès de vitesse, on doit pouvoir en avoir pleinement conscience.
Cet outil permet visuellement de constater que l'on est en infraction, puisque le radar s'affiche en rouge dès lors que la vitesse de 90 km/h est dépassée. Et donc ça permet au conducteur d'avoir un signal supplémentaire qui lui permet de voir que son attitude est dangereuse. Vous l'avez sûrement vu si vous empruntez régulièrement la route qui mène de Troyes à Romilly-sur-Seine. Un parc de 16 éoliennes est en train de voir le jour à la hauteur du pavillon Sainte-Julie, dans le nord-ouest au bois. Donc, sur place, une trentaine d'employés s'attellent à la tâche pour monter ces immenses mâts et leurs pales. Le but est de diversifier la production électrique dans le département, quitte à en modifier un peu le paysage. Le reportage de Julie Garnier avec Christian Vieira. 6 ans après les premières consultations, les 16 éoliennes de pavillon Saint-Julie sont prêtes à être montées. Ce parc, l'un des plus grands de l'Aube, a une durée de vie de 20 ans. Ces installations doivent être contrôlées sans arrêt. D'abord, elles seront reliées sur un réseau informatique. Elles seront donc supervisées quasiment jour et nuit. Il y a des visites périodiques et de la part du constructeur et de la part de l'exploitant. Pour l'instant, 30 employés, monteurs, électriciens, superviseurs s'activent à installer chacune d'entre elles. Un chantier aux multiples accents. On a des éléments qui viennent les tours viennent de France, ça peut venir du Danemark, d'Espagne, divers pays européens. Lorsque les conditions météo sont idéales, une journée suffit à assembler tous les éléments de l'éolienne. Si l'étude d'impact a débuté en 2006, elle s'avère finalement rapide. Une fois les contraintes de radar environnemental réglées, l'engagement de la commune a accéléré l'avancement du projet. Il faut bien sûr que le territoire veuille bien les accueillir, porte le projet et le soutienne. Et nous avons eu la chance de trouver ces communes qui veulent bien faire implanter des éoliennes sur leur territoire. Même si la première habitation se trouve à 1000 mètres de distance, les doutes sur les gènes et l'intégration de ces géants de métal persistent. Je pense que ça dépend de chacun. Moi, je trouve pas ça laid dans le paysage. Après, on peut pas reprocher à ceux qui trouvent ça laid de trouver ça laid. C'est vraiment une histoire de goût. Pour ce qui est du bruit, je vous invite à aller au pied d'une éolienne qui tourne. C'est relativement discret. Discret et superbe à la fois. Tel est le point de vue de certains habitants venus observer l'avancement du chantier. Je les considère comme des grandes dames, des espèces de grands oiseaux. Je ne sais pas, elles m'impressionnent. Je pense pour l'avenir, pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, je pense que ça a beaucoup d'importance. Et moi, je les trouve belles. Ces beautés peuvent produire 2 mégawatts chacune. Le coût estimé de l'ensemble du parc s'élèverait à 60 millions d'euros selon les personnes rencontrées sur le chantier. La remise des clés de Troyes aux étudiants hier soir, un symbole traditionnel de la nocturne festive organisée chaque rentrée. Le rendez-vous était fixé sur le parvis de la médiathèque autour du village associatif et avant le concert du groupe Kadareski. Cette remise des clés, c'est une manière de montrer que la ville de Troyes et son agglomération sont bien des lieux universitaires. C'était aussi hier soir l'occasion de signer une charte relative à la vie étudiante responsable. Collectivités, jeunes et établissements scolaires se sont engagés à travailler ensemble pour éviter les comportements à risque. Écoutez Marc Sebéran, le premier maire adjoint à Troyes, et Maxime Lunel, le vice-président de la Fédération des étudiants troyens. C'est la jeunesse qui apporte l'innovation, c'est la jeunesse aussi qui permet de développer et de fournir la matière grise aux entreprises locales. Et puis aussi, vous savez, le développement de la vie étudiante rend service à de nombreuses familles, puisque c'est un pôle d'enseignement supérieur de proximité qui permet en effet d'avoir un rapport qualité-prix des études tout à fait exceptionnel ici à Troyes. De l'extérieur, c'est vrai que l'a priori n'est pas très bon, on n'entend pas spécialement parler de Troyes, mais une fois qu'on y est, ça se passe très bien. La ville est relativement accueillante, mais il faut savoir où sortir pour passer de bons moments en dehors des cours, parce qu'il n'y a pas que les cours dans la vie. Voilà, c'est dit. L'agglomération troyenne compte aujourd'hui 9000 étudiants. L'objectif est d'atteindre les 12 000 en 2014. Ils ont gagné à Reims mercredi soir en Coupe de la Ligue. Les footballeurs troyens espèrent voir également en championnat cette fois la vie en rose face à Toulouse. L'Estac reçoit demain les Toulousains, donc à 20 h au stade de l'Aube. C'est la 7e journée de Ligue 1. Les joueurs de Jean-Marc Furlan n'ont déjà plus trop le choix. Ils doivent s'imposer pour quitter la dernière place du classement. L'avant-match est signé David Mutel. Même si ce n'était qu'en Coupe de la Ligue, ce succès contre Reims a fait beaucoup de bien aux joueurs de Jean-Marc Furlan.
Une qualification qui a redonné le sourire au vestiaire troyen. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'on a fait des bonnes choses. Dans le contenu des matchs, je pense que c'est satisfaisant pour la plupart des matchs. Et il manquait juste la concrétisation. Voilà. Ça fait toujours du bien au moral, hein, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts depuis le début de la saison et cette qualification, c'est une récompense. Juste après avoir amené cette première victoire de la saison, le coach troyen a aussitôt demandé à son équipe de se reconcentrer sur le match opposant sa formation à celle de Toulouse samedi soir, une opposition que redoute particulièrement Jean-Marc Furlan. Depuis 2008-2009, il termine première et deuxième défense du championnat. Première, deuxième. Donc voilà, depuis 2008-2009. Donc après, eux, tu encaisses un but, c'est le sketch à la croix et la bannière. Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan pourra enregistrer le retour de Xavier Thiago au milieu de terrain. En revanche, le retour de Mounir Obadi apparaît plus que douteux. Vous le savez, depuis 1 an et demi, ici on sait tout le poids que pèse Obadi sur l'équipe. Ici, il y a une vraie volonté affichée de lui de rebondir de suite et de se terminer que je vois dans l'entraînement ce que j'ai pas vu hier, qu'il y a du dynamisme, parce que quand on a vécu ce genre de choses pendant 4 ou 5 jours, on n'est pas on n'est pas comme totalement impliqué par ce qui se passe. On est un peu en dehors, quoi, avec ce qu'il a vécu. Il a l'esprit un peu ailleurs. Autre épine dans le pied pour le groupe Aubois, la confirmation de la suspension de 2 matchs infligés à Baebek, expulsé contre Sochaux, ainsi que la possible absence de Jérémy Bréchet, touché aux adducteurs. Avec Jérémy, on doit faire une écho cet après-midi, parce qu'il a un problème aux adducteurs qu'il avait déjà eu il y a de nombreux mois. Et donc il faut qu'on soit très prudent, parce que on a trois arrières centraux à notre disposition. En 3 matchs à l'extérieur, le TFC ne s'est incliné qu'une seule fois. C'était à Paris, le 14 septembre dernier. Autant dire que la tâche qui attend les Troyens s'annonce plutôt difficile pour ce match où la victoire est quasi obligatoire. Et coup d'envoi à 20 h demain soir. Il faudra prendre ses précautions pour ne pas arriver en retard. 16 000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre. L'Estac en profite en effet pour célébrer la fête du foot amateur. Des milliers d'invitations ont été distribuées dans les clubs du département. De multiples animations sont également prévues dans et autour du Stade de l'Aube. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo complète par Cécile Rich. Ça ne s'annonce pas trop mal pour le week-end dans l'Aube. Lundi, Aurélie Juignet à la présentation du JT. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32.